Le nouveau crime de Rick a été révélé. Et cette fois, il ne peut rien nier. Sous les flashs de centaines de caméras, Rick Harrison, autrefois considéré comme la légende vivante de Las Vegas, l'âme des stars du porno et le symbole du rêve américain, s'est effondré en plein milieu d'une salle d'audience. Fini les antiquités, fini les bonnes affaires du petit écran. Cette fois, les preuves mises à nu étaient indéformables. Témoignages, transactions et traces de sang invisibles s'accrochaient à chaque objet acheté et vendu, comme s'il s'agissait d'un document historique. Mais en réalité, c'était la couverture parfaite pour un réseau de crimes d'une sophistication effrayante. Reste-t-il un miracle dans l'histoire de Rick Harrison? Si vous voulez connaître la réponse, restez jusqu'à la toute fin pour comprendre pourquoi un empire entier a pu s'effondrer si facilement. L'homme qui a détruit le rêve américain. Pour comprendre le moment où Rick Harrison s'est effondré au tribunal, il faut prendre du recul et analyser son parcours. Un parcours qui non seulement reflétait le succès, mais était aussi l'incarnation du rêve américain classique. Rick n'était pas né dans un milieu privilégié. Il a grandi à Lexington, en Caroline du Nord, dans une famille de militaires. Son père, Richard LeVue Harrison, était un ancien officier de la marine stricte et réservée. Son enfance a été marquée par des crises d'épilepsie. Diagnostiqué très jeune, il manquait souvent l'école et était isolé des activités communautaires. Pendant que les autres enfants jouaient au basket, Rick lisait des livres. Il lisait des histoires sur les guerres, les civilisations anciennes et la valeur des objets dont les autres se débarrassaient. Ces activités n'étaient pas de simples substituts à une enfance volée, mais le fondement d'une vision du monde unique. Un monde où tout avait une histoire, et où l'histoire elle-même était une valeur. En 1981, la famille Harrison s'installa à Las Vegas, ville des rêves éphémères, des jeux d'argent et des billets qui filaient aussi vite que les dés. Dans ce pays de transactions rapides et de néons, où le passé était facilement consumé, Rick et son père ont entrepris une aventure à contre-courant en ouvrant un prêteur sur gage, un lieu où le passé était évalué, préservé et échangé contre l'avenir. Gold and Silver Pawn Shop a officiellement ouvert ses portes en 1989. Depuis une humble maison près du centre-ville de Vegas, ils ont commencé à traiter avec toutes sortes de clients, des joueurs compulsifs aux flambeurs déchus en passant par les collectionneurs authentiques. Rick a appris à évaluer les objets, non pas avec ses yeux, mais avec son intuition et sa mémoire. Une petite rayure pouvait réduire la valeur d'un objet de 30%. Un timbre mal coloré pouvait être un faux valant à peine un morceau de papier. Il est devenu célèbre dans le monde du prêt sur gage, avant même de devenir une star de la télévision. Des rumeurs circulaient sur ce Rick, capable d'un simple coup d'œil d'une montre de déterminer instantanément sa provenance, son époque, sa valeur marchande actuelle et son historique commercial mondial. Il n'avait pas besoin de Google. Il était Google. En 2009, Rick a atteint la célébrité grâce à l'émission de télé-réalité Pawn Stars. Diffusée sur History Channel, l'émission est rapidement devenue un phénomène. Chaque épisode était un aperçu d'un objet, d'une histoire et d'une négociation. Rick n'était pas seulement un évaluateur, c'était un conteur. Il suscitait l'émotion. Les spectateurs ne se contentaient pas de regarder la valeur des objets. Ils s'intéressaient à la façon dont Rick leur donnait vie. Une arme ancienne n'était pas seulement une arme, c'était un vestige de guerre. Une pièce d'argent de 1804 était un témoignage de l'histoire financière américaine. La signature d'Abraham Lincoln était un message du passé au présent. Pawn Stars n'était pas seulement une émission consacrée aux antiquités, c'était un lieu où l'histoire prenait vie, vue à travers le regard d'un homme qui n'avait jamais fait d'études supérieures. Rick a dit un jour, « Pas besoin d'un diplôme pour savoir quelle pièce a de la valeur. Il suffit de connaître son histoire. » L'image de Rick est devenue emblématique. Il incarnait l'esprit américain d'autonomie, parti de rien, surmontant une maladie qui l'isolait, bâtissant une entreprise familiale, devenant célèbre, écrivant des best-sellers et participant à de grands talk-shows. Il n'était pas un milliardaire de la tech, mais il représentait des millions d'Américains travailleurs, ceux qui se battaient pour chaque dollar, construisaient leur propre entreprise à partir de rien et portaient le poids de la classe moyenne sur leurs épaules. C'est pourquoi, lorsque la nouvelle de la condamnation de Rick dans une affaire de contrebande internationale a éclaté, le choc n'a pas été que culturel. C'était une crise de foi. Un homme autrefois célébré comme le professeur d'histoire officieux des États-Unis se trouvait maintenant devant le tribunal, accusé de l'un des crimes les plus inhumains du 21e siècle. Rick aurait-il pu être au courant et y avoir participé? Ou était-il simplement victime de sa confiance aveugle dans l'origine apparemment légitime des objets qu'il échangeait?
La chute de Rick n'a pas commencé avec le verdict du tribunal. Tout a commencé plus tôt, lorsque les éléments douteux sont apparus, lorsque l'histoire a cessé d'avoir de la valeur pour devenir une façade. Et comme toute tragédie classique, la chute de Rick Harrison a été celle d'un héros sombrant dans les ténèbres. Non pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il croyait trop profondément à la chose même qu'il avait autrefois enseignée à toute l'Amérique. Chaque objet a une histoire, mais si cette histoire est déformée, le conteur peut-il rester irréprochable? Deuxièmement, lorsque l'histoire est un déguisement. Dans le monde de Rick Harrison, chaque vieil artefact porte une âme, un passé, une histoire, un morceau d'histoire. Mais comme Rick lui-même l'a dit dans un épisode de Pawn Stars, l'histoire peut mentir. Et si l'on y prend garde, elle nous trompera. Il ne se doutait pas que ces mots deviendraient plus tard un présage amer pour sa propre vie. Les ennuis ne surgirent pas d'un coup. Ils s'installèrent silencieusement, comme la plupart des revers de la vie. Tout a commencé par une petite statue de pierre grecque, dont le vendeur n'a pas révélé l'origine. Puis est venue une carte antique dessinée à la main, absente des archives publiques. Puis, une montre de poche incrustée de jade, qui aurait appartenu à un fonctionnaire d'Europe de l'Est d'après-guerre. Au fil du temps, les objets dont Rick s'occupait devenaient de plus en plus étranges, apparemment inestimables, et pourtant, étrangement, invraisemblables. Rick et son équipe collaboraient régulièrement avec des experts, utilisaient des technologies de pointe et consultaient des bases de données internationales. Mais comme dans de nombreux secteurs, accorder une confiance excessive au processus peut créer un angle mort fatal. Un rapport d'enquête interne, présenté ultérieurement au tribunal, a révélé qu'entre 2017 et 2021, plus de 142 objets anciens d'une valeur de plus de $10 chacun ont été vendus dans la boutique de Rick sans provenance vérifiable, selon les normes muséales. Parmi ces articles, 37 ont été signalés par la liste de surveillance d'Interpol, mais les alertes sont arrivées trop tard ou n'ont pas été synchronisées avec le système de vérification interne du magasin. Une lacune technologique, combinée à une dépendance quasi absolue aux documents des fournisseurs clients, a ouvert une faille par laquelle des marchandises illégales ont infiltré les circuits commerciaux légitimes. Ce qui rend cette histoire d'autant plus alarmante, c'est que ces articles n'étaient pas simplement des contrefaçons ou des biens volés. Selon les actes d'accusation des tribunaux fédéraux, certains d'entre eux servaient de monnaie alternative dans des transactions au sein de réseaux internationaux de traite d'êtres humains. Autrement dit, les statues, les cartes et les montres anciennes n'étaient pas de simples objets de collection. Elles étaient troquées pour transporter, échanger ou demander des rançons à des personnes dans le cadre d'opérations criminelles. Un exemple frappant est celui d'un collier byzantin apporté à la boutique en mai 2019. La vendeuse, une femme d'Europe de l'Est qui se disait collectionneuse, a été adjugée $26. Rick a personnellement géré la transaction après avoir examiné un certificat d'authenticité d'un musée privé de Prague. Des enquêtes ultérieures ont révélé que le collier faisait partie d'une collection volée liée à une victime trafiquée aux États-Unis. Cette femme, Elena, est devenue un témoin clé au tribunal, racontant comment elle avait été traitée comme une marchandise en échange d'objets d'art. Ce qui est encore plus troublant, c'est que Rick a parfois senti que quelque chose clochait. Dans une interview interne qui a fuité, il a admis « Il y a eu des moments où j'ai senti que certains éléments n'allaient pas. Pas faux, mais erronés. Mais les documents étaient légitimes, la valeur était élevée. Et nous ne sommes pas la FBM. Ce choix, faire confiance au processus plutôt qu'à son instinct, l'a conduit sur la voie du regret. Troisièmement, l'objet fatal. Selon les derniers documents de la police concernant l'affaire, en août 2020, un Hongrois d'âge moyen s'est présenté au prêteur sur gage. Il était poli, bien habillé et portait un coffret en ébène gainé de cuir. À l'intérieur se trouvait une ancienne Bible, probablement imprimée au XVIIe siècle en Transylvanie. Le livre, encore dans sa reliure en cuir d'origine, contenait des annotations latines manuscrites et une enveloppe contenant des documents attestant de sa provenance. Estampillé par un musée local de Roumanie, le livre revêtait une immense valeur religieuse, culturelle et historique pour l'Europe de l'Est. L'homme a passé près de 40 minutes à examiner l'objet, à vérifier l'écriture, le papier, la reliure et les détails d'impression. Tout semblait parfait. Lorsque le vendeur a proposé un prix de $38, Rick n'a pas négocié. Il accepta immédiatement, enregistra la transaction à son nom et plaça le livre dans la collection non exposée. Une section réservée aux objets exceptionnellement rares ou confidentiels. Ce que Rick ignorait, c'est que le jour même,
un agent infiltré de la Force fédérale de lutte contre la traite des êtres humains. HTTF avait suivi le Hongrois de l'aéroport jusqu'à la porte du prêteur sur gage. L'homme était surveillé depuis des mois, soupçonné d'être lié à un réseau international de trafic d'argent blanchi par la vente d'antiquités. 4 jours plus tard, Rick reçut une lettre du FBI, Federal Bureau of Investigation, lui demandant des informations sur la transaction. La lettre n'en précisait pas la raison, soulignant simplement qu'il s'agissait d'un objet faisant l'objet d'une enquête internationale. Habitué à collaborer avec les musées et les organisations archéologiques, Rick ne s'en inquiéta pas. En fait, il a transmis au FBI, en toute confiance, l'intégralité des documents de transaction, y compris les photos du livre et du vendeur. Cependant, au sein du FBI, des questions ont commencé à surgir. Comment un objet identifié comme un artefact commercialisé illégalement et lié à la traite d'êtres humains dans les Balkans a-t-il pu se retrouver en possession de Rick Harrison, un homme connu pour son extrême prudence lors des transactions de grande valeur? Rick était-il vraiment inconscient, ou s'agissait-il d'une manœuvre calculée dans le cadre d'une machination plus vaste et délibérée? Une enquête secrète a été ouverte. Les agents ont discrètement commencé à examiner les relevés de transactions du magasin. Leur découverte était surprenante. La Bible n'était pas le premier objet suspect. En 2 ans, au moins 11 objets provenant d'Europe de l'Est, du Moyen-Orient et du Caucase étaient entrés dans la boutique grâce à des transactions obscures, principalement menées par Rick ou l'un de ses 3 plus proches collaborateurs. Les enquêteurs pensaient que la Bible était le premier domino, non pas en raison de sa valeur, mais parce qu'elle permettait de retracer le parcours des marchandises, depuis les points de commerce illicites jusqu'à la boutique de Rick, puis jusqu'aux maisons de vente ou aux collectionneurs privés. Un modèle commercial en circuit fermé a commencé à émerger, dans lequel les objets volés ou trafiqués étaient légitimés par des intermédiaires, le prêteur sur gage de Rick faisant office de filtre doré. La situation a commencé à s'envenimer. Rick a commencé à recevoir des assignations à comparaître, des demandes de coopération, de fourniture de documents et de clarification des détails des transactions. Aux yeux du public, rien ne semblait anormal. Les vedettes de Pawn ont continué à être diffusées, Rick livrant avec sa voix grave et habituelle ses analyses de pistolets à silex, de pièces d'avion de l'époque Wabudu et d'autres objets historiques, avec son expertise habituelle. Pourtant, ses proches, notamment son fils, Corey Harrison, ont senti que quelque chose clochait. Lors d'une conversation avec un avocat, Corey Baird a admis qu'il était devenu trop prudent, vérifiant même les articles que nous avons vendus l'année dernière, non pas par peur de se tromper, mais par crainte d'avoir manqué quelque chose. Rick commença à veiller tard, à éplucher des documents, à appeler des experts pour revérifier les informations, mais il était trop tard pour revenir sur ce qui avait déjà été fait. En mars 2021, le FBI annonça officiellement que le prêteur sur gage d'or et d'argent faisait l'objet d'une enquête pour son implication potentielle dans un réseau international de traite d'êtres humains et de blanchiment d'argent. Rick Harrison n'était pas seulement un témoin, mais un individu clé nécessitant une enquête approfondie compte tenu de son implication. L'histoire ne concernait plus quelques objets égarés, mais le lien entre la marque Pawn Stars et l'un des réseaux criminels les plus sophistiqués opérant en Europe et aux États-Unis. Le public restait dans l'ignorance. Rick n'avait pas été arrêté. Mais il était certain d'une chose. Le jeu avait commencé et il en était le principal acteur. Car qui tire vraiment les ficelles? Dans le monde du commerce d'antiquités, où une pièce de monnaie romaine peut coûter une vie, et où une carte du 18e siècle peut masquer un trafic d'êtres humains, la frontière entre légalité et criminalité devient de plus en plus floue. Après qu'une Bible fatale a entraîné Rick Harrison dans le collimateur des enquêteurs fédéraux, une question pressante s'est posée. Était-il un participant actif ou un simple pion manipulé au sein d'un réseau qu'il ne contrôlait même pas? Selon une source non officielle, le FBI a identifié un groupe de clients spéciaux originaires de pays spécifiques. Ces individus emportaient fréquemment avec eux des antiquités de grande valeur, accompagnés de documents officiels, et effectuaient des transactions soit directement avec Rick, soit par l'intermédiaire d'un intermédiaire nommé Victor Marek. Le nom de Marek est apparu pour la première fois sur une facture de 2018 pour une vente de montres. Depuis, il est apparu comme une ombre dans des dizaines de transactions de grande valeur, valant des centaines de milliers de dollars. Détail suspect. Victor n'a jamais figuré dans aucun épisode de Pawn Stars, n'a jamais été mentionné publiquement par Rick et n'est pas un employé officiel de la boutique. Pourtant, dans le système interne,
Son nom apparaît comme une référence VIP. Des recherches révèlent que Viktor Marek, de nationalité tchèque, était expert en antiquité pour John Simonson dans une galerie privée de Vienne. Selon les archives des services de renseignement européens, il a disparu du monde de l'art vers 2015 à la suite d'un scandale, impliquant un tableau contrefait d'une valeur de 1,2 million de dollars. Depuis, personne n'a su où il se trouve. Et pourtant, des transactions internationales d'antiquités de grande valeur ont continué à faire surface. D'Istanbul à Londres, de Prague à Las Vegas. Toutes portent la même signature. Un petit M incliné surmonté de 3 lignes horizontales. Des sources affirment également que le FBI soupçonne Marek d'être l'homme de l'ombre, un intermédiaire clé créant une façade parfaite pour le trafic d'objets liés à l'exploitation humaine. Quant à Rick, il est possible qu'il ait rencontré Marek très tôt, peut-être sans même connaître sa véritable identité, le considérant simplement comme un courtier avisé, disposant de nombreuses relations et réalisant régulièrement d'excellentes affaires. Un enquêteur a noté dans un rapport interne que Rick fonctionne à l'instinct, mais avec Marek, tout est juridiquement inattaquable sur le papier. C'est pourquoi Rick lui a fait confiance, et c'est pourquoi il s'est laissé égarer. Il ne s'agit pas d'un homme d'affaires en quête irréfléchie de profit. C'est l'histoire d'une manipulation sophistiquée, exploitant la plus grande faiblesse de Rick, sa foi en son intuition et son expertise. La preuve la plus cruciale découverte était un échange de courriels entre Rick et Marek sous le pseudonyme M. Hawk, via le service de messagerie chiffré Proton. Rick y déclarait « Je ne suis pas satisfait du masque mésopotamien. Il ressemble à celui qui a disparu du musée l'année dernière. » Marek a confirmé que le masque provenait d'une collection privée en Géorgie, qu'il était parfaitement légal. N'y réfléchissez pas trop. Cela indique que Rick avait peut-être des soupçons, mais qu'il avait choisi de poursuivre, peut-être grâce aux assurances convaincantes de Marek ou à la pression de préserver sa réputation. Rick ne pouvait pas se permettre de continuer à refuser des objets qui pourraient devenir les pièces maîtresses des prochains épisodes télévisés. Ici, le dilemme éthique s'accentue. Un boulanger n'a pas forcément besoin de connaître la provenance du blé, mais un antiquaire gérant des transactions de plusieurs centaines de milliers de dollars, c'est une autre histoire. La communauté universitaire a commencé à débattre. Rick est-il une victime ou un complice officieux? Un professeur d'histoire de l'art de l'UCLA a commenté dans l'Atlantique. Lorsqu'on prétend connaître l'origine de chaque objet vendu, on ne peut se soustraire à sa responsabilité lorsqu'un de ces objets devient la clé d'un crime contre l'humanité. Ce qui a particulièrement intrigué les enquêteurs, c'est le silence de Rick. Il a peut-être douté, il a peut-être été inquiet, mais il n'a jamais rien signalé. Et ce silence a fait de lui de témoin potentiel, un suspect de premier plan. Rick craignait-il de nuire à sa marque? Craint-il d'être perçu comme perdant la main s'il ne parvenait plus à distinguer l'authentique, le légal de l'illégal? Plus profondément. Savait-il quelque chose qu'il avait choisi de cacher? Au milieu de ce nuage de suspicion, un indice inattendu a émergé. Une copie d'une vidéo de surveillance du magasin montrant Marek entrant avec une femme voilée, identifiée plus tard comme victime d'un réseau de traite d'êtres humains en provenance de Bulgarie. Ils n'ont apporté aucun article. Ils ont seulement discuté avec Rick dans son bureau privé pendant 7 minutes. Aucune transaction, aucun son sur la caméra, seulement des gestes, des expressions et un langage corporel, trop vague pour être interprété, mais suffisant pour évoquer la possibilité que Rick en sache plus qu'il ne l'a admis. Si cela est vrai, le public ne pourra plus croire à l'innocence de Rick. Les fans qui l'ont autrefois idolâtré se diviseront en factions, ceux qui le défendent et ceux qui le condamnent. Et Rick, Louis, reste silencieux. Pas d'interview, pas de publication sur les réseaux sociaux. Il prépare discrètement sa défense, travaille avec son équipe juridique, car il sait qu'il ne s'agit pas d'une simple affaire, mais d'une bataille pour sa vie et son héritage. Et malgré toutes les spéculations, la question centrale reste en suspens. Rick Harrison est-il un acteur ou un pion? Une victime de tromperie ou quelqu'un qui connaissait la vérité, mais a choisi de garder le silence? La bataille juridique. Le tribunal fédéral de Las Vegas n'avait jamais été aussi bondé de médias. Des chaînes locales à CNN, du New York Times aux chaînes allemandes, tout le monde était présent. L'homme qui avait autrefois apporté rire et connaissance à des millions de personnes grâce à la télévision était désormais assis en silence dans le fauteuil de l'accusé, vêtu d'un costume gris clair, le regard dénué de l'esprit qu'il avait autrefois. Les caméras ne le braquaient plus sur lui en tant que célébrité, mais sur celui d'une icône déchue. La procureure fédérale Sandra Rivas n'a pas perdu de temps pour établir son dossier.
Dans sa déclaration liminaire, elle a affirmé avec fermeté que l'accusé Rick Harrison n'était pas seulement un homme d'affaires négligent, mais un maillon actif de la chaîne de légalisation des biens liés au trafic d'êtres humains. Et ce n'est pas un hasard, c'est intentionnel. Elle a présenté un résumé de 73 transactions suspectes sur 5 ans, pour un total de plus de 3,8 millions de dollars. Parmi elles, au moins 6 articles étaient directement liés à des opérations illégales de trafic d'êtres humains en Europe et en Amérique latine. Les images des victimes, femmes et enfants, étaient projetées une à une sur l'écran du tribunal. Certaines allaient témoigner en personne, d'autres avaient disparu. Rick baissa la tête, évitant les images. Quelques personnes dans la salle d'audience se mirent à pleurer. Des images autrefois diffusées par des stars du porno, célébrées comme des moments forts du divertissement, étaient désormais juxtaposées aux récits poignants de vies brisées, brouillant la frontière entre télévision et crime de manière glaçante. L'avocat de Rick, Charles Denning, ancien procureur principal, a adopté une stratégie radicalement différente. Il n'a nié ni l'existence des transactions, ni l'origine douteuse de certains articles. Il s'est concentré sur la responsabilité juridique. Harrison dirige une entreprise qui réalise des milliers de transactions chaque année. Il n'est pas policier. Il n'a pas accès aux dossiers d'immigration, ni la capacité de mener des enquêtes internationales. Il était utilisé par des criminels astucieux, organisés et systématiques qui savaient que Rick, en raison de sa célébrité et des exigences de la télévision, accepterait le risque si les documents semblaient en règle. L'équipe juridique de Rick a présenté des preuves de sa coopération passée avec les forces de l'ordre, des procédures internes de vérification de l'origine des marchandises et des cas où il avait refusé des articles suspects. Ils ont également révélé des courriels internes montrant que Rick avait un jour exprimé des doutes concernant une statue de pierre, mais que des experts lui avaient indiqué qu'il n'y avait aucune raison valable de la rejeter. Cependant, pour l'accusation, le fait que Rick ait eu des soupçons mais ait quand même agi était le nœud du problème. Il n'est pas stupide. Au contraire, il est intelligent, et c'est précisément son intelligence qui le rend dangereux, car il sait légitimer les méfaits sans laisser de traces, a souligné Sandra Rivas. Le procès s'est transformé en une bataille d'images et de logique. L'accusation a dépeint Rick comme un homme froid, calculateur et silencieux, soucieux de préserver son image. La défense l'a dépeint comme un homme pris dans un réseau complexe, dépassé par les tactiques sophistiquées du crime international. Pendant ce temps, le public, qu'il suive le procès derrière des écrans ou hors de la salle d'audience, restait divisé. Certains pensaient que Rick était une victime du milieu interlope, tandis que d'autres étaient convaincus qu'il en faisait partie, qu'ils l'admettent ou non. Le tournant fut lorsque l'une des victimes, Elena, une femme d'Europe de l'Est mentionnée plus tôt dans le procès, témoigna. Elle a raconté comment elle avait été privée de sa liberté, victime d'un trafic transfrontalier, et finalement échangée contre un objet ancien, un collier byzantin apparu dans un épisode de Pawn Stars en 2020. Je l'ai vu, Rick Harrison, le tenir, l'admirer et plaisanter avec le client sur sa beauté, mais il ignorait que ce collier était le prix de ma liberté. Le silence est tombé dans la salle d'audience. Rick leva les yeux, croisant le regard du témoin pour la première fois. Dans ses yeux, il n'y avait ni défi, ni larmes, seulement un poids immense. Son avocat contesta le lien direct établi entre Rick et le collier, arguant qu'il ignorait son origine, mais, aux yeux de l'opinion publique, le mal était déjà fait. L'histoire n'était plus une question d'argent ou d'antiquité, elle portait sur la souffrance humaine. Dans les derniers jours du procès, un témoin surprise fut appelé à la barre, Corey Harrison, fils de Rick et partenaire de Pawn Stars. Sous le regard plein d'espoir de son père, Corey a pris la parole.